du management des âges au management des sages, très bien nommé d'ailleurs. J'espère que vous aurez du plaisir à être dans cet atelier avec une équipe que je vais vous présenter qui nous vient des CFF. Je commence par Madame Martina Mayer, qui est ici. Martina Mayer est titulaire d'un master en gestion d'entreprise à l'Université de Fribourg. Elle occupe depuis mai 2011 la fonction de consultante au sein du groupe consulting des chemins de fer fédéraux. Ses mandats viennent principalement de clients internes avec des missions de conseil et d'assistance de projet. Après plusieurs stages dans l'industrie et les services, Madame Mayer a débuté sa carrière au CFF dans le cadre du programme interne de gestion d'entreprise. Elle a pu acquérir des expériences dans la finance, en production ferroviaire, en gestion de projet, mais aussi dans le trafic international auprès du TGV Lyria à Paris. Monsieur Borel, CFF Consulting. Monsieur Borel est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il occupe depuis avril 2007 la fonction de senior advisor au sein du groupe consulting des chemins de fer fédéraux suisses. Ses mandats viennent de clients tant internes qu'externes avec des missions d'experts, de direction de projet ou de responsable d'études. M. Borel a débuté sa carrière dans le bureau d'ingénieur Ems et Berger à Berne, puis est parti 4 années comme responsable du service technique et des nouvelles constructions dans un hôpital de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un projet de développement. À son retour en Suisse, il a repris une fonction de responsable de projet dans le bureau d'ingénieur Egerter et Bossart à Bâle, qui lui a confié notamment différentes missions de direction de travaux au Congo-Brazzaville. Depuis 1985, M. Borel est au CFF, occupant successivement différentes fonctions et responsabilités, avant tout dans le domaine de la maintenance des installations fixes de l'infrastructure ferroviaire. Pendant une quinzaine d'années à Sion, il a conduit la région des travaux, puis à Lausanne, respectivement Berne. Il a été responsable au niveau de l'ensemble du réseau CFF, de la sécurité et de la disponibilité des installations d'infrastructures ferroviaires. Et enfin, M. Schweitzer, CFF Consulting également. Stéphane Schweitzer est spécialiste en gestion du personnel avec brevet fédéral et titulaire d'un diplôme postgrade de contrôleur de gestion. Après une vingtaine d'années passées au CFF, il est aujourd'hui responsable du soutien de la conduite à chair cadre, supérieure et unité centrale. D'abord apprenti agent de mouvement ferroviaire, M. Schweitzer a ensuite travaillé 7 ans environ au sein du secteur d'exploitation dans différentes gares. En 2005, il s'est tourné vers la gestion du personnel, exerçant notamment les fonctions de spécialiste en développement du personnel, spécialiste compensation et bénéfices, ainsi que de conseiller HR. Voilà, les présentations étant faites, je vais vous passer la parole juste encore pour vous dire qu'on a un moment où on aura une présentation de Madame et Messieurs. Et ensuite, il y aura un moment pour les questions. Et cet atelier doit se terminer à 15h30. Voilà, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la turbo-sieste, c'est pour moi un plaisir, un honneur de vous parler du consulting CFF, de ce management des âges et de sa diversité des âges. Et je vous remercie beaucoup d'avoir choisi cet atelier. Nous sommes fiers d'être là, mais on a aussi une certaine appréhension, après tout ce qu'on a entendu ce matin, et notamment de la part de Mme Krings. Et c'est clair que de se retrouver devant un parterre de spécialistes RH, ce n'est pas pour nous un petit défi. Vous l'avez entendu, Martina est spécialiste en gestion d'entreprise. Moi-même, je suis ingénieur. Donc, nous ne sommes pas des spécialistes RH. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on s'est fait accompagner par Stéphane Schweitzer, qui, lui, est du domaine ressources humaines des CFF. Alors, notre intervention de cet après-midi et aussi le moment de dialogue que nous allons essayer d'avoir ensemble se tourne au plus autour d'un témoignage de ce que nous vivons aujourd'hui au CFF Consulting, où un modèle s'est mis en place ces dernières années autour du management des âges et en incorporant nos sages. Juste encore une précision, vous avez vu que sur votre programme, le flyer qui a été distribué et auquel vous vous êtes inscrit, il y a le nom de Matthias Hoffmann. Matthias Hoffmann, avec qui on a préparé tout cet après-midi, n'a pas pu venir pour une raison de grande collision dans son agenda,
C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que Martina Mayer nous accompagne en tant que consultante de la nouvelle génération. Et je la remercie beaucoup d'être là, parce qu'elle a dû un petit peu s'improviser dans l'organisation de cet après-midi. Bonjour à tous et à tous. Ah, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche? Bon, parle fort. Je parle fort alors. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas de langue maternelle française, mais heureusement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la diversité. Et Jean Borel et moi, on va non seulement représenter la diversité des âges, mais aussi un peu linguistique. Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc notre présentation l'après-midi va se dérouler en 2 blocs. Un temps d'exposé, où là, nous allons parler direct, un peu frontalement, et après, j'espère, un bon temps de discussion. Je vais vous présenter au niveau de la présentation quelques informations sur les CFF, sur la stratégie des ressources humaines et sur le CFF Consulting. Et puis, on va, à l'aide d'un exemple concret d'un mandat, nous vous montrerons ce que nous avons vécu entre la jeune génération et les sages, et les hauts et les bas qu'on rencontre quand on se met ensemble, quand on fait un team pour vivre un tel mandat et pour réaliser quelque chose de performant à l'intention de notre client. Et puis, tout ça, ça nous amènera à vous présenter les ingrédients que nous pensons nécessaires pour qu'il y ait un bon fonctionnement sur le modèle CFF Consulting entre les senior advisors, ceux qui sont plus âgés, et les jeunes consultants. Alors, en guise d'introduction, de mise en bouche, un petit flash sur les CFF. En fait, est-ce que c'est nécessaire de nous présenter? Je ne crois pas. Peut-être que plusieurs d'entre vous ont vu dernièrement l'émission à bon entendeur sur le thème Notre cher train-train quotidien, qui nous a rappelé que le Suisse adore le train. Quelque part, il se sent toujours un petit peu copropriétaire de ce système de transport public ferroviaire qui est champion du monde dans de très nombreuses catégories. 950 000 voyageurs par jour, 220 000 tonnes transportées par jour sur un réseau de quelques 3 000 km de voies, avec 3 500 bâtiments. Aujourd'hui, chaque année, les CFF génèrent un chiffre d'affaires de l'ordre de 7,8 milliards de francs. C'est le quatrième plus important employeur de Suisse, 28 000 collaborateurs, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis ce qui est important de se rendre compte, c'est que les CFF ont le lead en matière de transport public ferroviaire et qui collaborent très étroitement avec environ 150 entreprises de transport concessionnaires, ce qu'on appelle les ETC. On a parlé beaucoup de diversité ce matin, alors je pense qu'effectivement, les CFF sont un employeur avec de très nombreuses facettes. Et un petit coup de projecteur sur les données spécifiques au domaine RH pour les CFF, 150 professions différentes, plusieurs de ces professions sont très spécifiques au domaine ferroviaire, et 80 nations avec une exploitation de 24 heures sur 24. Les charges de personnel représentent 3,1 milliards de francs chaque année, et il faut savoir que 88% de ce chiffre, c'est un montant qui est uniquement influençable à long terme. La responsabilité des CFF, la responsabilité sociale de l'entreprise, est importante, et alors même que nous sommes dans un environnement concurrentiel qui prend de plus en plus de place, on sent toujours plus la volonté politique que nous nous comportions comme une véritable entreprise et que nous ne soyons plus cette ex-régie que chaque fois on entend dans les médias. La relation avec nos partenaires sociaux nous tient particulièrement à cœur, elle est importante. 70% du personnel du CFF est affilié à un syndicat et la CCT, notre convention collective de travail,
concerne 96% des collaborateurs. Quelques points forts de la stratégie des ressources humaines actuellement. Elle se décline en 7 points forts. D'abord dans le domaine de la conduite du personnel, renforcer cette conduite, augmenter l'attrait des CFF en tant qu'employeurs, nous avons des hauts et des bas, s'assurer de la bonne santé de nos collaborateurs, ce qui implique après des bonnes performances de la part de ceux-ci. Comme je viens de m'en mentionner, un autre point important, c'est tout ce qui touche nos relations avec les partenaires sociaux. Nous nous appliquons beaucoup actuellement à professionnaliser le domaine HR, les activités du domaine HR, et puis nos partenaires à l'intérieur de l'entreprise ont besoin d'un soutien permanent à l'accroissement de leurs capacités concurrentielles. Et puis j'ai sauté volontairement le point 6, celui qui est en rouge, qui concerne le développement du portefeuille de projets en relation directe avec le personnel. C'est dans ce point 6, dans ce point qui affaire directement le personnel, que se trouve le développement du positionnement du consulting CFF autour notamment du devenir des cadres supérieurs dans leurs dernières années de vie professionnelle, ceux précisément qu'aujourd'hui on appelle un peu les sages. Ça me permet d'entrer maintenant dans le cœur de la thématique de ce jour. Les CFF Consulting, c'est qui, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous différencie peut-être d'une autre entreprise de consulting? Et pourquoi, comment le management des âges et en même temps celui des sages, comment est-ce que nous nous sommes organisés et nous nous sommes développés? Le CFF Consulting a 10 ans. On fait ça très très discrètement. Tout a commencé alors que la régie CFF, la vraie régie de l'époque, se mutait en CFF SA dans le cadre de sa première réforme d'entreprise. La deuxième, pour le moment, elle est toujours sur le papier. C'était en 1999. C'est à cette époque, certainement que certains d'entre vous s'en rappellent, que les arrondissements ont été supprimés. Une profonde réorganisation a été mise en place et le management au niveau des cadres dirigeants a été très directement touché par des réductions de postes, par une volonté de rajeunissement des cadres, mais aussi par l'évolution du profil des exigences. Et c'est dans ce contexte que le CFF Consulting, qui s'est d'abord appelé le Senior Consulting Group, a été créé. Il offrait, il y a 10 ans, et il l'offre toujours, une alternative à la mise à retraite complète, avec rente réduite, parce que ça se faisait avant l'âge véritable de la retraite. Donc c'était une alternative en proposant précisément en s'engageant dans le consulting CFF de s'y préparer et en formant une plateforme pour assurer le maintien du savoir-faire dans l'entreprise. Car il faut savoir que ces cadres supérieurs ont un savoir-faire, une connaissance du système ferroviaire qui est unique, qui est très précieuse, et s'ils partent plus vite avec leur bagage, c'est une perte pour l'entreprise. Donc cette possibilité, elle a été offerte depuis 10 ans aux cadres de niveau N-3, voire N-4, donc deux niveaux hiérarchiques en dessous de notre CEO. Et puis, le CFF Consulting s'est développé. En 2008, nous avons vécu un repositionnement aussi sur l'impulsion de notre nouveau CEO, M. Mayer, afin de pouvoir faire évoluer le portefeuille de nos mandats, du mandat
des consulting CFF. C'est alors que le CFF, le Senior Consulting Group, est devenu le CFF Consulting en étant un véritable consulting interne, CFF Consulting In-House Consulting. Et pour cela, son effectif a été étoffé et des jeunes consultants ont été intégrés au CFF Consulting et permettant d'élargir les prestations pour des mandats de plus grandes importantes, puisqu'avant, les senior advisors travaillaient seuls sur des domaines qui les touchaient directement, là où ils avaient particulièrement leurs compétences. Et ça nous a permis, ça nous permet toujours, de créer des équipes spécifiques avec des consultants d'un côté et des cadres ou des anciens cadres expérimentés, les senior advisors. Il faut vous dire que parallèlement, ce repositionnement, cette création d'un consulting interne, elle était aussi initialisée pour des motifs économiques. On voulait réduire les mandats qu'on donnait à des consultants externes. On voulait améliorer la gestion du savoir-faire ferroviaire. Et c'est aussi pour nous une amélioration de l'image de marque des CFF Consulting. Et puis, pour les jeunes consultants, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, naturellement, c'est aussi une possibilité de développement de carrière. Ainsi, le CFF Consulting a évolué d'un modèle senior advisor avec des anciens cadres supérieurs et un modèle consulting interne. Alors, une des différences importantes qui joue un rôle dans notre fonctionnement aujourd'hui, c'est le mode d'acquisition des mandats. Dans le modèle précédent, le premier modèle, c'était l'affaire des senior advisors. Chacun faisait l'acquisition de ses mandats dans son domaine qui lui était spécifique. Aujourd'hui, c'est bien l'affaire de tous aussi, mais il y a une coordination, il y a un pilotage par le responsable du consulting CFF. Les consultants, il y en a une quinzaine aujourd'hui, entre 25 et 45 ans, sont principalement recrutés à l'externe, sur la base d'un profil d'exigence en matière de formation de base, de connaissances méthodologiques, de conduite de projet, d'expérience dans le consulting. Et puis naturellement, de leurs compétences personnelles, qu'elles soient sociales, dans le domaine du conseil, suivant ce qu'ils ont, leur parcours professionnel. Ils se subdivisent en responsables de projet, en senior consultants et en consultants, comme dans les entreprises de consulting extérieures. Et puis il y a les senior advisors. Nous sommes entre 3 et 5, dès 59 ans, c'est le modèle qui veut ça, qui ont donc leurs connaissances, leur réseau, leur leadership, leur savoir-faire dans un domaine spécifique ou alors une connaissance très généraliste de l'entreprise et du fonctionnement de l'entreprise CFF. Et puis nous pouvons compter aussi sur 10 à 15 freelancers qui sont plus à l'entreprise, mais c'est peut-être des anciens senior advisors qui sont à la retraite. C'est peut-être aussi des experts réputés dans le domaine du chemin de fer et à qui nous pouvons faire appel pour des mandats spécifiques où précisément, à un moment précis, il nous manque le savoir-faire à l'intérieur du consulting. Tous les consultants sont engagés, ou presque tous, sont engagés sur la base d'un contrat de droit privé, selon le Code des obligations, et leur salaire comprend une part fixe et une part variable, cette part variable étant liée d'une part au résultat de l'entreprise et également, naturellement, à l'atteinte, le degré d'atteinte de leurs objectifs personnels. La très grande diversité des mandats dans l'ensemble de l'entreprise, il faut vous dire qu'on travaille dans toutes les divisions, que ce soit
la division infrastructure, la division voyageurs, la division cargo, voire pour l'immobilier. Ça permet à tous ces consultants, à tous ces jeunes personnes qui viennent de l'extérieur de créer de nombreux contacts. Il y a des portes qui s'ouvrent et ça leur permet à chacun d'acquérir de bonnes connaissances de base sur l'entreprise CFF. Ça leur permet de se faire connaître et pour plusieurs d'entre eux, ça a déjà été le tremplin pour un développement à l'intérieur de l'entreprise pour prendre des nouvelles responsabilités. Comment est-ce qu'un senior advisor devient senior advisor alors qu'il a été cadre supérieur à l'intérieur de l'entreprise? Donc, le transfert se passe à l'âge de 59 à 60 ans et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il concerne avant tout les cadres du niveau N-3, mais il y a des N-4 et c'est aussi ouvert au N-2. Pour tous les cadres N-3, c'est déjà précisé dans leur contrat d'aujourd'hui. S'ils ont une fonction de ligne, c'est clairement spécifié qu'à l'âge de 59 ans, ils auront la possibilité d'être transférés au consulting CFF. Ça fait l'objet d'une démarche entre la direction du groupe CFF, entre le responsable du CFF Consulting et la personne. Il a soit la possibilité de demander à être intégré au consulting CFF, mais il peut aussi décider de quitter les CFF, de se mettre à son compte ou de prendre une retraite certainement bien méritée. La décision finale d'intégrer au CFF Consulting revient à la direction du groupe, donc à la direction de l'entreprise. Et on va offrir à chaque futur senior advisor la possibilité de se former, d'avoir une formation un peu ad hoc, à la carte, pour sa nouvelle mission de consultant, sa mission de senior advisor, puisque c'est quand même un métier assez différent de ce qu'il aura vécu en tant que responsable de ligne. Il est important aussi de noter que ces sages, ces senior advisors, restent pleinement rattachés au CFF. Le consulting CFF fait partie intégrante des CFF, c'est une unité qui est rattachée à la direction d'entreprise. Il garde lui aussi son salaire, le même salaire que quand qu'il était cadre supérieur, avec sa part fixe et naturellement une part variable, liée aux résultats des CFF, mais aussi liée à l'atteinte des nouveaux objectifs qu'il aura à l'intérieur des CFF Consulting. Vous avez là un schéma de notre organisation structurelle du CFF Consulting avec ces deux piliers, d'un côté les senior advisors et de l'autre côté les consultants. On n'a pas de véritable structure hiérarchique, c'est clair, il y a un chef, il y a un responsable du consulting, il y a des groupes, dont les senior advisors, qui forment un groupe en tant que tel, mais dans chacun de ces groupes, il y a un partenaire vis-à-vis de la direction, mais ils n'ont pas de fonction hiérarchique directe. Ils sont avant tout des répondants pour la direction du consulting. Et on voit bien sur ce petit schéma le fonctionnement entre le rôle des senior advisors avec cette complémentarité entre les senior advisors et les consultants, les senior advisors amenant leur expertise, leur réseau, leur notoriété, et puis dans l'autre sens, il y a ces consultants qui viennent souvent de l'extérieur, qui amènent un regard extérieur, peut-être critique constructive, mais ils amènent aussi des méthodes de travail, des méthodes d'analyse, des approches différentes, et c'est là qu'il y a une véritable complémentarité qui est possible. Quatre points forts marquent ou remplissent le portefeuille du CFF Consulting.
nous sommes spécialistes naturellement dans le domaine des prestations ferroviaires, dans le domaine du ferroviaire. Et nous nous appliquons à développer des stratégies consolidées qui peuvent s'inscrire durablement dans le temps. Nous soutenons les divisions, mais nous soutenons aussi nos clients externes dans l'optimisation de leurs processus, dans aussi leurs objectifs liés à l'amélioration de la compétitivité. Et puis sur le plan purement ferroviaire, mais surtout à l'externe, nous sommes capables, nous sommes à même de soutenir les autres réseaux ferroviaires dans l'optimisation de leurs capacités ferroviaires, c'est-à-dire d'optimiser leurs horaires, d'optimiser la gestion des sillons. Nous connaissons bien le système ferroviaire, et c'est certainement là, parce que c'est un système complexe, que nous pouvons apporter le meilleur soutien. Et puis nous combinons savoir-faire professionnel dans le domaine ferroviaire avec des méthodes de conseil éprouvées et un réseau de contacts bien établi. Ça fait 3 ans que nous vivons ce modèle. Ce modèle, il n'est pas tout à fait naturel dans nos organisations. Et il ne peut fonctionner que s'il y a un certain nombre d'ingrédients qui fait qu'on se donne les moyens de le vivre jour après jour. Et là, j'ai essayé de rassembler une SWOT analyse, une analyse force, chance, faiblesse et menace, parce qu'il y en a un petit peu dans tous les domaines. Il y a des choses qui marchent très bien. Je pense que la force du consulting, c'est toutes ses compétences dans le domaine ferroviaire. C'est aussi l'enrichissement mutuel qu'on peut avoir entre senior advisors et jeunes consultants. C'est aussi l'opportunité pour ces senior advisors de pouvoir partager leur savoir, de pouvoir le communiquer de manière à ce qu'il reste dans l'entreprise. Au niveau des chances, je suis bien placé pour le savoir, c'est aussi une opportunité pour se préparer à la retraite. C'est des étapes progressives qui nous est donné la possibilité de faire. Et puis, les faiblesses, un cadre supérieur, il n'est pas a priori un consultant. Et il y a un pas important à faire de sa part. Et ça nécessite donc, de la part du senior advisor, mais aussi de la part du management, c'est-à-dire du responsable du consulting, de vouloir faire vivre ce modèle. Et ça, c'est un petit risque. Les menaces, ça lié au senior advisor, parce qu'il faut que le réservoir soit rempli régulièrement, et on a là aussi des fluctuations assez importantes, et c'est clair que s'il n'y a plus de senior advisor, le modèle ne peut pas être mis en place. Et puis, l'autre menace, c'est que, menace c'est un grand mot, mais c'est qu'il y a des clients qui ne souhaitent pas forcément cette mixité, cette combinaison des anciens avec les nouveaux. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver, des solutions à trouver. Les raisons, c'est peut-être parce que c'est lié peut-être à certaines personnes, mais c'est aussi pour des raisons économiques. Parce que c'est clair, le consulting vient avec 2 personnes. Voilà pour la présentation générale du modèle. Maintenant, on aimerait vous faire vivre un petit peu ce que nous ressentons quand on se lance dans un mandat avec une équipe d'anciens et de sages ou de senior advisors et de jeunes consultants. Chacun des mandats qu'on a mis sur pied sur ce modèle nous a permis de vivre beaucoup de richesses, d'apporter aussi une importante plus-value au niveau du résultat et naturellement au profit des clients. Mais je ne vous cacherai pas que de temps en temps, il y a aussi eu quelques difficultés
de fonctionnement, de relations. On a entendu des choses, ce matin on a entendu 2 ou 3 choses sur le management des âges, où il y a des a priori qui existent et qu'on retrouve dans notre fonctionnement. Et c'est ce vécu que Martina et moi-même, nous vous proposons maintenant de partager à travers un exemple concret. Nous avons choisi l'exemple du mandat que nous a confié l'année dernière la SNCF pour faire une étude benchmark sur le travail de nuit pour la réalisation des travaux de maintenance. Un réseau ferré, plutôt l'infrastructure de ce réseau ferré, ça nécessite d'être entretenu, et les travaux d'entretien, pour qu'ils perturbent le moins possible l'exploitation commerciale, ils doivent très souvent se réaliser de nuit, et ce travail de nuit est en augmentation, et l'objectif du mandat et la demande de la SNCF, c'était de rassembler des données qualitatives, quantitatives sur le travail de nuit, et ce auprès de 6 gestionnaires d'infrastructures de l'Europe. Et sur les 2 diapos, celle-ci et puis la suivante, nous avons essayé, sur le plan ressources humaines, sur le plan fonctionnement, de représenter l'électrocardiogramme de notre petit team entre un senior advisor et un consultant, entre Marina et moi-même, montrer qu'est-ce qu'on a vécu au cours de ce mandat. Voilà, l'axe horizontal, c'est le temps qui passe, la durée du mandat, et puis en haut, c'est là où on a eu des moments d'enrichissement mutuel, où ça a été très positif, et puis en bas, c'est là où il y a eu quelques difficultés, voire aussi des frictions. Alors, voilà, nous entrons en dialogue. Déjà, Jean-Luc, ça fait 5 mois qu'on travaille ensemble et chaque fois tu m'appelles Marina. Mais en fait, c'est Martina. Voilà. Juste pour clarifier. Mais bon, je commence avec le réseau. Jean-Luc, ton réseau m'a impressionné. Non seulement tu as des contacts auprès des CFF, mais tu as aussi des très bonnes connaissances auprès des SNCF. C'est grâce à toi qu'on a eu ce mandat. Et aussi pendant le travail pour le projet, tu nous as ouvert des portes chez les entreprises ferroviaires. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer plus vite avec nos études. Mais de temps en temps, c'est vrai, ma patience a été mise en preuve. Tu as pris ton temps pour prendre les décisions, pour moi parfois un peu long. Et aussi, j'ai constaté que tu ne suivais pas toujours ma dynamique et aussi que mes idées n'ont pas toujours été comprises ou acceptées. Je suis désolé d'avoir titillé ton impatience, Martina. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Mais je voudrais dire aussi que Martina, du côté de l'impatience, la mienne a aussi été sollicitée. Il a fallu qu'à plusieurs reprises, je t'explique en long et en large les tenants et les aboutissants du travail de nuit, pourquoi est-ce que le travail de nuit était indispensable et leur très grande importance au chemin de fer, tant au niveau humain que sur le plan économique. Ouais, merci pour avoir pris ce temps. C'est vrai, tu as des compétences professionnelles énormes. Tu connais très bien le système ferroviaire et les CFF. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, le système ferroviaire il est très compliqué, très complexe. J'étais contente d'avoir Jean-Luc pour m'expliquer les processus les plus importants. Et dans l'exemple de notre mandat auprès des SNCF, tu sais de quoi tu parles quand tu parles du travail de nuit. Parce que toi-même, tu as travaillé la nuit et dans ton rôle de chef de travaux, tu as organisé les chantiers de nuit. Mais aussi, j'ai constaté que non seulement tu as des compétences professionnelles, mais aussi des compétences sociales et une grande capacité en matière de communication et négociation. J'ai pu apprendre énormément. Merci Jean-Luc. De rien, merci. Mais je t'aimerais quand même te dire que
après ce beau tableau, tu as aussi, toi, apporté des quantités de compétences. J'ai été frappé par ta maîtrise, ta bonne maîtrise des outils informatiques pour synthétiser, visualiser les résultats de notre enquête. Et tout au long du mandat, ça a été un facteur succès essentiel dans la communication avec la SNCF. À cela s'ajoutent tes compétences en matière de langue, l'anglais, l'allemand, le français et l'italien. C'est un énorme plus pour pouvoir dialoguer avec ces différents réseaux. Mais moi, j'ai encore eu un petit problème, mais il paraît que ce n'est pas tout à fait vrai, d'après ce que a dit la dame ce matin. C'est que j'ai senti, moi, à plusieurs reprises, que j'avais plus tout à fait 35 ans. Et je me souviens notamment d'une préparation à la présentation des résultats intermédiaires. J'ai eu toutes les peines du monde à comprendre comment tu avais transformé les résultats, les premiers résultats de l'enquête. Ça marche plus ce truc. Les premiers résultats de l'enquête en diagramme et comment est-ce qu'on allait expliquer ça à la SNCF. Alors, c'est vrai que là, j'ai eu parfois un petit peu un temps de retard dans notre travail commun. Oui, c'est vrai que tu as pris ton temps pour réfléchir. Mais une fois réfléchi, c'était bien évalué et on a pu avancer rapidement. Le coaching, pour moi, très important. C'est aussi à cause de ça que je choisis d'aller au consulting pour pouvoir profiter d'un sage, en fait. Travailler avec quelqu'un d'expérience m'a fait progresser. Je me souviens, on a préparé la présentation intermédiaire ensemble. En fait, c'était surtout moi. Mais on a eu beaucoup de discussions. Tu m'as critiqué, mais d'une façon très constructive. Et c'était ce feedback dans les deux sens, positif et aussi constructif, que j'étais capable de faire un bon travail et que finalement le client il était satisfait aussi. Merci Jean-Luc. C'est vrai que Martina, je ne te cacherai pas que ce côté coaching, c'est une des nouvelles cordes à mon arc que j'ai découverte depuis que je suis entré au CFF Consulting et j'apprécie de temps à autre de pouvoir la mettre en valeur dans le travail de l'équipe. Ouais, travailler dans une équipe mixte n'était pas toujours facile, hein, Jean-Luc. Surtout au début. J'ai remarqué qu'on a des sensibilités et des attentes très différentes. Et moi, j'ai dû préciser plusieurs fois que je n'étais pas seulement assistante, mais que je voulais avoir un rôle bien défini dans le projet et dans l'équipe. Oui, nous avons eu notre lot de moments de tension entre nous. Il a fallu faire des réglages. Tu as donné quelques exemples tout à l'heure. Moi, j'ai pensé aussi à la rédaction du questionnaire d'enquête. On s'est un peu énervé, un petit peu frotté sur les thèmes, les choix des thèmes que nous allions soumettre à tous ces réseaux de l'Europe et sur l'importance d'impliquer la SNCF dans ce processus. Finalement, le bon sens a rapidement repris ses droits au profit, bien entendu, du mandat et à la fin du client. Abnégation, ou la capacité de renoncement de son intérêt. Il faut dire que quelque part, quand on a été cadre supérieur, le naturel nous rattrape un peu. J'ai assumé quelques responsabilités importantes jusqu'à il y a 4 ans, et ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans une position où on ne décide plus, où on ne peut plus vraiment assumer de responsabilités, et surtout où on n'est pas au devant de la scène. Et je sais qu'à certains moments, j'ai dirigé notre team. Mais finalement, c'était grâce à une certaine abnégation
que j'ai pu présenter une grande partie de nos résultats. J'étais très contente que tu m'as donné cette chance. Mais en même temps, pour parler de l'expérience, j'étais contente que Jean-Luc était présent parce que c'était sa présence et son expérience qui ont donné la crédibilité nécessaire et pour lequel les résultats ont été bien reçus par le client, par les SNCF. Et toi, Martina, malgré ou avec ta jeune expérience, celle qui est en devenir, tu as marqué des points lors de ta présentation des conclusions de l'étude à la SNCF. Notre document était bien préparé, la présentation bien structurée, et tant au niveau du fond qu'au niveau de la forme. Et les questions particulièrement stimulantes, intéressantes que nous a posées la SNCF juste après la présentation étaient pour moi le meilleur témoignage de la qualité de ce que nous avions présenté ou préparé ensemble. Alors, chapeau. Merci Jean-Luc. Voilà. Voilà 8 mots-clés qui caractérisent l'essentiel, quelque part, de nos ressentis, en précisant quand même s'il y en a 4 en couleur vers le haut et 4 en noir et blanc vers le bas, que les 4 points positifs ont largement eu l'ascendant sur les points négatifs. Et ça me permet maintenant d'enchaîner sur les ingrédients, sur ce qu'il faut pour que le modèle tel que nous l'avons au consulting CFF fonctionne. Et qu'il y ait un véritable management des âges avec le management des sages. Et nous avons essayé de rassembler les principales épices qui sont nécessaires pour ce succès dans le fonctionnement, pour que le succès soit au rendez-vous pour le fonctionnement de ce modèle. La considération mutuelle. Le regard que l'on porte sur l'autre est un élément primordial. Le respect, l'ouverture pour reconnaître l'autre avec ses différences, ses compétences sont nécessaires pour que le team multigénération fonctionne bien. Capacité d'abnégation, on en a parlé tout à l'heure, il en faut un bon zeste. C'est une démarche importante de la part de chaque senior advisor qui doit dire, mais après vivre, le fait qu'il n'est plus devant, qu'il ne décide plus et qu'il laisse sa place et qu'il partage son grand savoir. Une bonne pincée de patience est aussi nécessaire. À 62 ans, l'agilité d'esprit s'émousse un peu, la mémoire a des ratés, la pensée réseau se ralentit un peu, autant de facteurs qui peuvent mettre à l'épreuve la patience d'un jeune consultant plein d'ambition et qui est en permanence orienté sur des résultats immédiats. L'ouverture. Quand il y a 2 générations qui collaborent ensemble autour d'un projet ou d'un mandat, c'est important que chacun est ouvert à l'autre, à ses approches et à ses valeurs. L'ouverture est une chance pour apprendre et pour pouvoir faire peut-être autrement. Autre point important, la clarté des rôles. Ça a l'air évident, tout travail en équipe nécessite que les rôles dans l'équipe soient clairement définis. Qui est responsable? Qui est le répondant du projet? Quelle position a chacun dans le mandat? Mais dans un team avec un ancien cadre qui a eu des responsabilités importantes et un jeune consultant, c'est très important que dès le départ, quitte à le reclarifier en cours de route, le rôle de chacun soit clairement défini. Modestie, humilité.
Une certaine modestie ou humilité est nécessaire des jeunes vis-à-vis les sages, Jean-Luc. Nos seniors qui viennent au consulting ont assumé des responsabilités importantes dans leur rôle de cadre supérieur. Ce changement de rôle n'est pas toujours facile pour vous et nécessite une certaine sensibilité de la part des jeunes. À cela s'ajoute qu'il faut une bonne dose de volonté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, volonté de la part du management, du consulting, de la direction d'entreprise pour la mise en place d'équipes seniors, jeunes consultants, mais aussi de la part des personnes qui acceptent de jouer, d'entrer dans ce modèle, parce que chacun doit pouvoir se retrouver, chacun doit pouvoir s'épanouir dans ce fonctionnement, et chacun doit voir là une chance, une grande chance d'enrichissement mutuel. La curiosité. Une saine curiosité est aussi importante pour une bonne chimie. Ces gourous du chemin de fer ont un grand savoir et nous, les jeunes, en peuvent profiter. J'ai fait l'expérience que nos seniors, ils ont envie de partager leur savoir, il faut juste les demander. La capacité d'écoute. L'écoute active est aussi nécessaire de la part de chacun pour que le team soit efficace, attentif et orienté sur le résultat d'ensemble. Adaptabilité. Quelque part, ce type de fonctionnement nécessite aussi ce qu'on entend souvent entendre parler du gestion du changement. Je l'ai appelé l'adaptabilité pour l'appeler autrement, mais c'est aussi à l'ordre du jour de ce modèle. Tout ne se passe pas de manière tout à fait conventionnelle quand deux générations collaborent étroitement ensemble, quand les barrières hiérarchiques tombent ou doivent tomber. Et la capacité pour chacun de s'adapter est un liant très important pour le travail en équipe. Voilà. J'ai un petit problème de feuille, ça devait arriver. Je sais pas où là. C'est la dernière page qui me manque. En guise de conclusion, j'aimerais relever encore deux aspects importants qui, eux, sont liés au système pour que le modèle fonctionne, notamment pour que le modèle du consulting CFF puisse continuer de fonctionner. Il faut une bonne stabilité et il faut de la flexibilité. Stabilité dans l'organisation. Elle est nécessaire pour qu'il y ait véritablement, sur le temps qui passe, une plus-value globale. Notre système a eu un très bon départ. On a fait des expériences fantastiques et j'ai été au cœur de plusieurs de ces expériences. Il traverse aussi des zones de turbulence. C'est notamment quand le taux de fluctuation chez les senior advisors, où on est quand même une petite équipe, commence à atteindre des limites critiques, où on ne peut plus réaliser véritablement le Ça, c'est un point. C'est une bonne stabilité au niveau de la présence des senior advisors et de leur rôle dans ce modèle. Et puis, ça nécessite d'être flexible, puisque cette fluctuation, elle a véritablement lieu, elle est réelle. Le modèle, donc, ne peut pas être appliqué systématiquement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains clients qui ne le souhaitent pas. Et d'autre part, eh bien, concrètement, ce n'est pas toujours facile, toujours possible de mettre un senior advisor avec une équipe de jeunes consultants. Alors, ça peut rester un succès
c'est aussi nécessaire que le management, la direction du consulting, veuille vraiment faire vivre ce modèle. Ça nécessite aussi de la part des senior advisors qu'ils viennent au consulting, qu'ils y trouvent une occasion d'épanouissement et de vouloir aussi collaborer avec des plus jeunes qu'eux. Voilà le message que nous voulions faire passer aujourd'hui. Un tout grand merci à chacune, à chacun pour son attention, pour votre intérêt, votre réaction spontanée aussi parfois. Et puis maintenant, on est à votre disposition pour vos questions, vos remarques, vos suggestions, vos interpellations. Merci. Oui, merci de votre exposé très très intéressant. J'ai moi-même vécu la même expérience étant ancien cadre supérieur, ayant créé une entreprise qui est active dans le consulting depuis 16 ans maintenant. Et puis je me retrouve être le seul senior advisor avec une équipe de jeunes. J'en ai 7 avec moi qui sont plutôt dans l'âge de Martina, c'est juste. Voilà. Alors je voulais savoir juste 2 choses. Donc ils sont à cette fonction à partir de 59, 60 ans, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'ils vont jusqu'à 65 ans? Alors, ils ont la possibilité d'aller jusqu'à 65 ans, mais il y en a qui s'arrêtent en cours de route, il y en a qui vivent un moment le rôle de senior advisor à l'entreprise, il y en a qui sont allés jusqu'au bout, puis il y en a d'autres qui sortent et qui deviennent freelance et créent, par exemple, leur propre petite entreprise de consulting. Voilà, je voulais savoir si sur ce point-là, vous avez une notion de chiffre concernant le nombre qui ont choisi d'être seniors et puis qui ont quitté en cours de route ou qui sont allés jusqu'au bout, si ce n'est pas trop confidentiel. Merci d'avance. Tu as des statistiques, Stéphane? Oui, on a, mais actuellement c'est environ 80% qui restent dans la fonction et puis 20% qui cherchent une autre solution pour les CFF. Merci Claude Rucheron d'Énergie. Oui, j'aimerais me joindre à la personne qui a parlé tout à l'heure. J'aimerais vous féliciter. J'ai particulièrement apprécié la séance de feedback sur le fonctionnement. J'ai trouvé ça absolument magnifique et très rafraîchissant. J'ai une question concernant le transfert dans cette structure. Est-ce que tous les cadres 59 de 60 ans doivent partir en retraite dans 10 pays ou doivent aller dans cette structure, ou bien est-ce qu'il y a aussi des cadres de plus de 60 ans qui continuent dans la structure normale des CFF? Tu veux répondre, Stéphane? Alors, on a traversé plusieurs périodes. Officiellement, tous les N-3 ont dans leur contrat clairement spécifié qu'à 59 ans, ils quittent leur fonction de ligne et qu'ils entrent au consulting ou bien ils partent. Comme toute directive ou comme décision claire, il y a eu des exceptions. Et ces exceptions, c'est ça qui parfois joue un rôle un petit peu pervers dans le fonctionnement. Tout à coup, il y a un cadre supérieur où la direction de l'entreprise a un petit peu de peine à s'en séparer parce qu'il est devenu presque indispensable. Alors, on le garde et il n'entre pas dans le modèle. Et ça, naturellement, vis-à-vis des autres N-3, ce n'est pas forcément un exemple. Parce que tout le monde, a priori, est content de sa fonction de ligne. Et tout le monde se sent indispensable. Comment? Tout le monde se sent indispensable. Ben voilà. Alors actuellement, le processus de transfert a été modifié, les règles ont été un petit peu changées, aussi parce qu'on est devenu un consulting interne plus étoffé, avec un effectif beaucoup plus important, et c'est pour ça que l'obligation de sortir de la ligne, elle reste, les exceptions ne devraient plus exister. Par contre, il y a un processus qui commence
bien avant 59 ans pour préparer ce transfert, pour voir comment chaque senior advisor peut se préparer soit à devenir consultant, soit à prendre sa retraite. Si je peux, j'ai encore une autre question. Est-ce que dans la nouvelle structure, vous êtes rémunéré selon les mandats que vous amenez, les mandats que vous traitez, ou bien est-ce qu'il y a là une incitation financière au niveau du volume apporté? Alors, il y a, ça je peux vous dire, la part variable, elle est entre autres liée au volume, au nombre de jours que nous pouvons facturer. Elle est aussi liée à l'acquisition, ce qu'on fait comme acquisition, et aussi à la satisfaction des clients. C'est les 3 points forts de la part variable liée à la personne. Bonjour, également je vous remercie pour la qualité de cette présentation. Moi j'ai une question d'ordre quantitative. Si on fait un rapide calcul, DN-3, vous devez en avoir environ 250. Pardon donc, pardon, oui, je voulais dire avec les N-4, pardon. Ce qui fait que ça fait très très peu, 3, 5. Moi je suis très très surpris, non pas par le modèle qui me paraît très très intéressant, mais par le fait que vous soyez 3, 5 sages, entre guillemets. Vous avez, c'est quoi, quel est le pourcentage de gens à qui on propose et qui acceptent? Normalement tous, qu'on accepte au consulting. Alors, comme ça, actuellement, on a... Vous n'avez pas un micro là? Non, c'est juste là. Alors, actuellement, on a de l'âge qui peut changer dans le consulting, des top cadres, des cadres supérieurs environ. Oui, 3 à 5 encore dans le pipeline. Alors, il n'y a pas beaucoup qui restent. Comme ça, le modèle, alors si on ne regarde pas, qu'est-ce qu'on fait avec aussi les cadres de l'échelon L4 ou plus haut ou plus bas, on n'a plus personne qui est dans le système pour prendre dans le consulting. Puis ce que je rajouterais quand même, c'est que on a eu beaucoup de réorganisation à l'intérieur des CFF. Et naturellement, quand au niveau de la direction du groupe, il y a des changements de responsables de division, ça arrive aussi qu'ils changent l'équipe. Qu'il y ait des changements, des rotations, des gens qui ne sont pas repris dans la nouvelle équipe N-3. Ça fait que c'est des N-3 qui n'avaient encore absolument pas l'âge de venir au consulting, mais soit qui partent, soit qu'ils ont été aspirés par d'autres choses, ou bien qui restent dans l'entreprise mais dans une autre position. Ce qui fait que le réservoir, il est touché par ça. Et puis ça, on peut dire, depuis M. Meyer et à l'entreprise, alors ça a donné un changement dans les cadres supérieurs énormément, de 10 à 15% de fluctuation. Et puis là, on a toujours des autres possibilités de regarder qu'est-ce qu'on fait maintenant avec des cadres supérieurs qui sont plus sur place maintenant. Et puis ça, on a aussi déjà fait qu'on a pris une personne qui a perdu la place dans une division comme cadre supérieur L3. On a transmis dans le consulting pour être un senior advisor. Ça existe aussi. Merci beaucoup, Urs Burgunder. J'ai une question. Je trouve le modèle, c'est super pour les anciens chefs supérieurs, pour devenir senior advisor. Qu'est-ce qui se passe avec les consultants? Parce que vous avez des jeunes consultants. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé pour leur développement de carrière? Ils doivent attendre jusqu'à 59 pour devenir senior advisor, ou comment ça fonctionne? Parce que le programme pour les anciens, c'est super, mais qu'est-ce que vous faites avec les jeunes? Alors, madame, peut-être ça vous intéresse aussi, la réponse. Ça va très très vite ici chez nous, au CFF. Alors, normalement, on est 2-3 ans dans la fonction chez la consulting.
Ensuite, on a une place dans une division dans la ligne, alors comme ça on est loin. Alors nous sommes un peu le consulting, comment on dit en français, le recruiting pour des... Oui. On est une place de... On recrute beaucoup à l'extérieur, mais il faut reconnaître que lorsqu'un team réalise un mandat, et s'il le fait avec un senior advisor, c'est encore plus vite le cas, c'est que le senior advisor ouvre des portes, ils sont en contact direct avec l'opérationnel, avec certaines unités, et si la chimie passe, il y en a déjà, j'ai 3 noms dans la tête de personnes qui ont été absorbées, on leur a offert une place, puis ils sont partis. Puis ça leur permet de démarrer aussi des fonctions de ligne, d'avoir 10, 15 collaborateurs alors qu'ils n'en avaient pas. Ça veut dire que nous cherchons toujours des consultants chez nous, alors toujours. Bonjour, vous disiez tout à l'heure que le processus commençait bien avant 59 ans, c'est-à-dire quel âge, et puis ce processus, il consiste en quoi? Alors le processus, il commence, ouais, il commence à peu près 2 ans avant. Hein. À 57 ans, on fait les premières discussions avec le cadre supérieur, ensuite on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe jusqu'à 59, ensuite on décide, voilà. On change au consulting ou pas. Alors ça commence avec 57 environ. Pendant cette période, vous mettez déjà des choses en place, des formations spécifiques? Pas encore, non, c'est pas encore prévu, mais on fait pas encore, mais c'est prévu. Je dois dire comme ça alors. Mais après, alors parce que moi je l'ai vécu, chaque cadre supérieur a la possibilité de suivre une formation de 3 jours, 2 jours, pour découvrir le métier de consultant et aussi pour introduire auprès de lui ce processus de changement, parce que c'est vraiment un changement personnel très important. Et là, moi j'ai fait quelque chose en France, il existe aussi quelque chose en Suisse allemande, où on apprend à découvrir sa position de consultant et qu'est-ce que c'est que d'être un consultant. Jean-François Berson, j'ai une question sur le principe du mandat que vous avez avec la SNCF. Comment une société aussi grande que la SNCF peut se dire tiens, je vais m'adresser aux petits Suisses, même si on sait que le réseau ferroviaire des CFF suisses est extraordinaire, déjà au niveau trafic. Mais est-ce que justement, le fait d'avoir créé cette division de ces sages a influencé le choix du mandat? Alors, je pense que notre position en tant que consulting a favorisé, mais il y a autre chose qui joue un très grand rôle avec la SNCF, c'est que les CFF sont pour la SNCF un modèle. Et que depuis plusieurs années, moi je l'ai vécu aussi en tant que responsable de ligne, ils cherchent les contacts avec nous pour savoir pourquoi ça fonctionne si bien. Ils ont une image un peu idyllique. Ça fonctionne bien, mais ils ont parfois une image un petit peu idyllique de ce qu'on a, que l'argent coule à flot, qu'on a un réseau, un super État. Mais ce qui fait que notre position aide à acquérir des mandats. Moi, j'ai fait tout un mandat aussi avec... on était toute une équipe avec notamment des jeunes et des freelances et des experts sur une étude sur la robustesse ou l'efficience, l'efficacité du réseau ferré français. Aussi bien au niveau de leurs directives que de la planification des travaux que de leur réalisation. Est-ce qu'on est efficace? C'est un véritable audit. Et je me souviens d'avoir dû présenter les résultats intermédiaires devant 600 cadres de la SNCF, de la division infrastructure. C'était impressionnant, mais c'était aussi impressionnant
de la capacité des couples. Et puis, j'ai encore des contacts, je sais que les propositions qu'on a faites, elles sont en cours de réalisation. Hein. Donc, c'est un peu historique. Et il y a eu, à un moment donné, des très très bons contacts entre M. Weibel et M. Gallois, qui était le président de la SNCF à l'époque, et ça a aussi généré un certain nombre d'activités. Et puis moi, j'ai toujours des contacts avec l'infrastructure SNCF. De rien. Bonjour, j'ai une question un peu provocatrice peut-être. Merci pour la présentation que j'ai trouvée très intéressante. Ça concerne en fait l'âge de 59 ans, justement cette limite d'âge qui est fixée pour les cadres supérieurs pour soit entrer dans cette structure de senior advisor, soit partir à la retraite. Et d'après j'ai compris, vu le nombre de senior advisors, il y en a quand même pas mal qui partent à la retraite à cet âge-là. Est-ce que vous estimez au CFF que 59 ans est un peu l'âge limite pour rester dans la ligne comme cadre supérieur? Parce que si j'ai bien compris, les cadres qui n'ont pas la structure partent automatiquement à la retraite. Non, c'est pas ça. En effet, je pense qu'on ne sait plus pourquoi on a décidé les 59 ans. C'était la direction du groupe qui a décidé, alors comme ça, c'est ça qu'on fait maintenant. Non, mais tu peux dire, alors, est-ce que tu peux rester encore plus longtemps dans la ligne? Ça ne connaît pas, alors c'est pas... Voilà, je pense que beaucoup de cadres supérieurs resteraient volontiers plus longtemps. Je pense que la limite de 59 ans, elle date de la création du consulting. Elle a été liée à cette réforme d'entreprise qui a brassé énormément les cadres. Et je pense que c'est là qu'au niveau du nombre de personnes et des nombres de cadres pour qui on devait trouver une solution, à qui on voulait offrir une solution, c'est là que la barre a été mise à 59 ans. Mais simplement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, depuis la création, il y a aussi eu des exceptions. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont jamais venues au consulting. Soit ils ont gardé leur fonction de ligne, soit ils sont partis, soit ils ont obtenu des mandats spéciaux de la part de la direction de l'entreprise, sans entrer dans le consulting. Merci. Guy Reichenbach. J'ai une question, là on a parlé de l'encadrement supérieur. Est-ce qu'il y a une porte qui est potentiellement ouverte pour le middle management, le management de base, ou des spécialistes de haut niveau? J'imagine dans votre structure, il y a des gens qui n'ont pas forcément une position hiérarchique, mais par contre qui occupent des positions stratégiques avec des connaissances très pointues et qui, au moment de prendre leur retraite, auraient un intérêt de leur côté, mais aussi du côté de l'entreprise, de disposer d'un temps pour partager ces connaissances. Alors, est-ce que c'est ouvert à d'autres catégories de collaborateurs? Oui, mais pas comme senior advisor, c'est comme consultant. Donc, on cherche toujours aussi des collaborateurs internes qu'on regarde. Est-ce qu'on a des spécialistes peut-être qu'on peut prendre chez la consulting? Alors, c'est ouvert. Donc, on a actuellement, par exemple, un senior consultant qui est un peu plus jeune que moi, mais qui n'y est pas comme senior advisor. Parce que le statut senior advisor, c'est comme cadre supérieur, aussi avec les bénéfices, tout ça. Alors. Et je dois vous dire que moi, je souhaite que, par exemple, il y ait plus, puisqu'on a des problèmes de fluctuation, on ait, par exemple, plus de N-4, parce que je pense qu'il y aurait des très bons N-4 qui pourraient venir au consulting. Ils ne seraient peut-être pas senior advisor, mais ils seraient dans le consulting et apporteraient une plus-value et un élargissement des compétences pour les mandats. Christophe Boissy, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai juste une question qui m'intéresse. On est dans le thème de la diversité. On parle beaucoup de la diversité des âges. Mais vous ne nous avez pas dit si dans les senior advisors, il y avait des femmes qui étaient représentées, ou il y en a déjà eu. Et si oui, qu'est-ce qu'elles ont amené de différent? Mais voilà, j'ai déjà la réponse, je crois. Ou alors surtout, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour y arriver? Alors, nous avons une femme
C'est la personne dont tu as parlé qui a été transférée au consulting, mais qui n'a pas du tout notre âge, qui est beaucoup plus jeune. C'était un cadre supérieur, simplement. Elle était dans une situation où elle voulait rester à l'entreprise, et en attendant de pouvoir se redévelopper, elle est venue à l'intérieur du consulting, CFF. Alors, on a une, mais c'est vrai qu'au niveau... on a entendu ce matin, hein, les cadres supérieurs, et au CFF encore plus, étaient des hommes. Et à l'âge de 59 ans, c'est encore des hommes. Alors, ça va évoluer. Maintenant, on a Mme Pillou, qui est la N-2 à la division P, qui fait partie de la direction du concern, du groupe. Donc voilà, il y a des pas. Et puis, il y a plusieurs personnes maintenant qui sont, plusieurs cadres féminins qui sont dans les top managers. Donc, je pense que d'ici quelques années, on aura, si le modèle survit bien, malgré les turbulences, on aura aussi des cadres femmes dans les senior advisors. Tout à fait. Le but, c'est environ 18% des femmes dans le cadre supérieur. Alors maintenant, on est sur 14, je pense. Alors, ça veut durer encore un moment chez nous. Alors, c'est pas facile hein, de changer quelque chose. Alors. Oui, j'ai une question pour rebondir sur ce que Urs a demandé tout à l'heure. L'engagement de jeunes dans cette structure, qu'est-ce que vous recherchez? Des jeunes qui sortent des études ou qu'ils aient déjà un certain nombre d'années d'expérience? Les deux. Ouais. Donc, alors, on a 4. Vas-y. On a 4 différents consultants chez nous. Alors, chez le consulting, ça veut dire ça commence chez consultant, ensuite c'est le senior consultant, le manager de projet, le senior manager de projet. Alors, il y a les 4 différentes sortes. Et nous recrutons sur toute la palette. Parce que suivant les mandats, on a besoin des différentes catégories. Puis comme ça bouge beaucoup, tout à coup, il y a aussi une évolution possible à l'intérieur du consulting pour des jeunes consultants qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Merci. Adrien de Steiger. Vous avez parlé là, comme exemple, surtout essentiellement d'un projet à l'externe. J'imagine qu'il y en a aussi à l'interne, forcément. Et puis, si c'est le cas, est-ce que vous avez des méthodes d'évaluation? Est-ce que vous avez des retours de ce que pensent les gens des CFF de vos prestations? Alors, actuellement, la grande majorité des mandats, c'est des mandats internes, donnés par les différentes divisions de l'entreprise. Alors, le meilleur baromètre pour moi, c'est qu'on est demandé. Donc, ça veut dire que le client, on fait un mandat pour un client, et puis il y a le prochain mandat qui arrive. C'est la meilleure publicité qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'actuellement, on est beaucoup sollicité pour des mandats pour définir les processus à l'intérieur d'une unité, quand il y a des réorganisations, pour les dessiner, pour les mettre en place. On est sollicité pour développer des stratégies. Je pense à la division voyageurs, Afrique régionale. On a participé activement à la développement de la stratégie du matériel roulant pour ces prochaines années. Ça dépend énormément de l'actualité et des points ouverts dans certaines des divisions où ils n'ont pas forcément les ressources pour faire ces développements eux-mêmes, pour faire ces études eux-mêmes, et ça nous permet d'accompagner le management de ces unités pour développer leur stratégie. Puis ça leur évite d'aller à l'extérieur. C'est aussi ça. Donc là, il y a aussi eu un beau développement. Hein. Il y a 3-4 ans, au niveau des senior advisors, je pense qu'on était à 50-50. 50% vivaient de mandats à l'extérieur et 50% à l'intérieur. Aujourd'hui, le cursus est vraiment... Et il y a aussi une volonté stratégique de repositionnement vers des mandats à l'intérieur, pour les besoins de l'entreprise.
Merci. Oui, encore une chose. Sur le plan financier, sur le plan de la facturation, vous avez une facturation interne pour les divisions. Vous faites des mandats qui, je pense, doit être différente de la facturation externe. Ou est-ce que c'est la même? Alors, on facture toutes nos prestations en interne. L'objectif du consulting, c'est de dégager au moins un chiffre noir, donc de tourner, que nos salaires soient couverts par les jours qu'on facture. Là, les tarifs sont fixés selon la catégorie. C'est fixé par le groupe. Le taux journalier est fixé définitivement. En interne, il ne peut pas y avoir de fluctuation. À l'extérieur, il y a négociation. Voilà. Moi, j'ai une question là. Il y a plusieurs qui ont parlé, qui ont dit qu'ils étaient des anciens senior advisors. Il y a quelque chose qui s'est mis en place dans l'une ou l'autre de vos entreprises où vous avez des expériences de ce que vous faites avec vos cadres supérieurs qui se préparent à la retraite. Qu'est-ce que vous leur offrez? J'ai vu des grands noms d'entreprises, alors c'est pour ça que j'ai dans la liste, c'est pour ça que je me suis intéressé à savoir comment est-ce que vous managez vos sages. Moi, ce que je peux parler, c'est mon expérience personnelle. Bon, une toute petite société, puisqu'on est une quinzaine de collaborateurs. Mais comme en théorie, je suis à 1 année et demie de la retraite, si je la prenais à 65 ans, tout le monde éclate de rire quand je dis que je vais m'arrêter. Mais c'est vrai que mon but depuis quelques années, c'est de recréer une nouvelle structure et surtout de pouvoir transmettre mon savoir-faire qui, bon, en toute modestie, était... moi, je suis ingénieur à la base. Et puis, il y a 16 ans, je travaille beaucoup dans une société américaine où il y avait une grande pression sur les chiffres. Je fais beaucoup de ventes. Enfin, voilà, c'était la course au fric, pour dire ça vulgairement. Et puis, comme j'avais plus d'atomes crochus avec les hommes, et les femmes, bien entendu aussi, mais pour aider justement les collaborateurs à réaliser leurs objectifs, à comprendre le fonctionnement de l'être humain, à comprendre les besoins du marché d'une façon générale, eh bien, je me suis plus dirigé vers justement ce monde de DRH. Et par aussi conviction personnelle, ce que je fais depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans maintenant, mais ça passe tellement vite, eh j'essaie de transmettre ce savoir-faire à des gens qui ont eu son expérience. Donc vous avez un exemple à côté que vous connaissez bien, puisqu'il vient de chez vous. Je ne l'ai pas piqué, hein, je vous rassure. Bon, tais-toi. Et puis c'est vrai que c'est un bon exemple d'une personne qui est devenue maintenant un consultant renommé sur le marché, qui a d'excellents résultats et surtout qui était très inquiet au départ en disant oui, mais ce que j'ai fait au CFF est très différent de ce qu'on fait chez vous, mais c'est devenu un passionné. Et j'ai réussi, on peut dire, à lui transmettre cette passion sur ce métier des ressources humaines, puis je crois qu'il pourra le confirmer. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir, en toute modestie toujours, ce changement de certaines personnes par rapport à leur vision des choses, par rapport à ce métier des ressources humaines, où la plupart des gens, enfin un certain nombre de personnes qui travaillent chez nous aujourd'hui, n'avaient pas une spécialité dans les ressources humaines. Oui, on a engagé des gens qui étaient chefs du personnel, directeurs du personnel, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a vraiment des consultants maintenant qui ont appris le métier par relation, par les cours. Et puis c'est vrai qu'on insiste beaucoup, je ne vais pas faire trop long non plus, mais pratiquement tous les mois, on reprend un sujet et on retape sur le clou par rapport à ce qui est important dans la pratique. Comment pouvoir être encore plus performant dans tel ou tel métier que l'on fait. Et de nouveau, avec des exemples pratiques, on fait beaucoup de choses, d'exercices également avec caméra vidéo pour que les gens puissent se voir. Et ça, je crois que c'est très efficace. Enfin voilà, tout petit exemple, mais je comprends bien, pour des gens qui ont une carrière comme la vôtre, par exemple,
pouvoir transmettre savoir-faire, ça doit être aussi quelque chose d'extrêmement valorisant. Merci, oui, c'est juste. C'est tout à fait juste. Merci de votre attention. C'est pas vraiment un système de sage, mais dans lequel j'étais jusqu'à présent, tout senior manager, si vous voulez, quand il arrive à un rang de comité exécutif, avec le package, il devient mécaniquement mentor de la catégorie du dessous. En un mot, on n'est pas là pour transférer, on va dire, peut-être des savoir-faire, mais plutôt des comportements d'aptitude au leadership par un système additionnel au programme classique de management development. Donc quelqu'un qui accède à une fonction dite de direction hérite quasiment dans la foulée des 6 mois qui suivent de 1 ou 2, je ne sais pas comment les appeler, c'est filleuls. Oui, il est mentor. Mais qui ne sont pas des jeunes, ce n'est pas une relève pour dans 20 ans. Oui. C'est la relève à 5 ans. D'accord. Intéressant comme démarche. Voilà, je crois que... Merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive au terme de cet atelier. On a beaucoup apprécié vos interventions. Merci à CFF Consulting, mais merci surtout à votre présence aujourd'hui à cet atelier sur le management des âges. Je vous remercie aussi pour vos interventions qui ont été aussi enrichissantes. C'est le temps de la pause et je crois qu'on peut encore les applaudir. Merci beaucoup. Merci.